Ce n'est pas possible, s'emportait Yuri, plus tendu qu'à son habitude. Une erreur, je peux comprendre, mais 4 fois le même jour. Nessus n'en voyait plus d'image. Il semblait à 2 doigts de se rouler en boule. Speedy à côté de lui ne comprenait pas. Le mensonge et la tromperie étaient si étrangers à leur façon de penser qu'il ne pouvait même pas l'imaginer. Yuri reçut à nouveau l'image d'un immense ordinateur dans une caverne remplie de cristaux. Rapidement, une autre succéda. Un ciel violet clair surplombant une nature belle et vivante. Chaque insecte, chaque cristal brillant, le climat et les marées, tout était en harmonie. Le jeune homme soupira. C'était au moins la 10e fois qu'il recevait le même genre de message. Hal, l'intelligence artificielle qui gérait la planète, ne pensait qu'au bien-être de ses habitants. Avec logique, il veillait à l'équilibre de la planète, raison pour laquelle les aventuriers l'avaient appelé Hal, pour harmoniseur logique. « Je m'ennuie !» râla Aladita. « T'es pas la seule !» soupira Xia. Max leur jeta un clin d'œil amusé avant d'essayer à son tour. Hal est une machine. Il n'est pas possible qu'il soit tombé en panne. Un problème technique pourrait le faire dévier de sa fonction première. Il se concentrait le plus possible sur des images qui illustraient ce qu'il disait. Il visualisait des machines qui tombaient en panne, qui explosaient ou qui répandaient leur huile par terre. Les bouboules comprenaient mieux comme ça. Max secoua la tête en recevant la réponse de l'extraterrestre. L'explosion des supervolcans ne pouvait pas être due à une simple panne. Le jeune ingénieur reçut dans sa tête les plans de la machine, sa programmation. « C'est plutôt convaincant, remarqua Max. Hal ne peut pas avoir une panne aussi grave, d'accord ? Comment expliquer ce qui s'est passé alors ? Yuri pesta en recevant la réponse. Sa formation scientifique l'empêchait de comprendre qu'on refuse d'accepter un fait. Un fait, c'est quelque chose qu'on est capable d'observer. C'est à partir de ça qu'on fait de la science. On élabore des théories, on se dit que les choses doivent marcher de telle ou telle manière, puis on cherche à les contredire par les faits. Tant qu'on n'arrive pas à la contredire, une théorie reste valable. Qu'un être aussi intelligent que la bouboule refuse d'accepter des faits étalés sous ses yeux le mettait dans une colère noire. « Tu peux faire un parachute d'énergie ?» chuchota Xia à l'oreille d'Aladita. « Oui, pourquoi ?» Yuri, dit Max d'un ton conciliant. Ils ne peuvent pas imaginer qu'on cherche à les tromper, à leur mentir. Leurs cerveaux ne sont pas capables de telles choses. Je sais. Ils s'envoient directement leurs pensées d'un cerveau à l'autre. Rien n'est caché, rien n'est ajouté. C'est vrai que pour une espèce qui communique de manière aussi totale et ouverte, le mensonge est un concept inimaginable. Je le sais, mais ça m'énerve quand même. Je suis sûr qu'il y a encore un danger pour Naika, un très grand danger. Derrière eux, Xia avait attrapé Aladita par les hanches. Elle lui avait fait un clin d'œil avant de l'envoyer valser à plus de 20 mètres de haut. En riant comme une folle, la petite indienne redescendit doucement, se balançant sous un parachute d'énergie bleutée qui scintillait sous le ciel violet. « Encore !» cria-t-elle à l'instant où elle touchait le sol. Max et Yuri continuaient leur conversation comme si de rien n'était. Il reste quand même à comprendre pourquoi une intelligence artificielle comme Hal cherche soudainement à exterminer toute vie à la surface de Naika, disait le jeune ingénieur. Pas toute vie, répliqua son ami, seulement les plus grosses. Les insectes survivraient, une partie des petits animaux, l'équivalent de nos rongeurs, et bien sûr une très grande partie de la vie microscopique, microbes, bactéries, unicellulaires. À partir de tout ça, la vie retrouverait sa diversité très rapidement en termes d'évolution. Quelques dizaines ou centaines de millions d'années tout au plus. Nessus se roula en boule. Lui, l'extraterrestre si courageux par rapport à son espèce, paniquait à l'évocation de la trahison de Hal. Il se mit à envoyer des images un peu plus chaotiques à l'attention de Speedy. Les aventuriers les voyaient passer bien trop rapidement pour les comprendre, mais ils semblaient être d'accord avec eux. S'ils avaient raison, semblait-il expliquer, si jamais il était possible que ce soit vrai, s'il y avait ne serait-ce qu'une toute petite chance que Hal cherche vraiment à exterminer les bouboules. « Les gars ?» dit Aladita en retombant d'un nouveau vol plané. « Il y a 3 bouboules qui arrivent. Je ne les ai jamais vues se déplacer aussi vite, et elles viennent droit vers nous. » Je ne comprends pas bien, dit Xia. Il parle de gelée grise, mais qui serait vivante ?
Les images envoyées par les bouboules aux 4 aventuriers étaient brouillées, changeantes, sans doute à cause de la panique. Ils commençaient même à apercevoir des extraterrestres roulés en boule. Il y en avait à l'arrêt dans la rue, flottant doucement sur les chemins antigravité ou cachés derrière des cristaux scintillants. On dirait oui, répondit Yuri pensif. Par contre, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Il existe une sorte de masse gélatineuse sur Terre qui y ressemble un peu. C'est une énorme cellule unique capable de se déplacer et d'apprendre, mais qui n'a jamais atteint une telle taille. Aladita fit une grimace de dégoût. Et ta gelée bizarre, elle est dangereuse ? Non, non, pas du tout. Elle se développe sur les souches d'arbres et mange des bactéries, elle grandit un peu et finit par mourir. Le blob, une énigme pour les biologistes. Ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon, mais ce n'est pas dangereux. Une nouvelle image les frappa. C'était Nessus qui l'avait transmise. Il réussissait à ne pas complètement céder à la panique, contrairement à beaucoup de ses congénères, mais il n'en était pas bien loin. La gelée grise grandissait de plus en plus vite. Elle couvrait maintenant la surface d'une dizaine de terrains de football. Ça se reproduit comme un micro-organisme, dit Yuri. Faut que j'aille voir. Sans attendre, il se précipita vers le chemin antigravité le plus proche. Les 3 autres lui emboîtèrent le pas et Aladita demanda. Qu'est-ce que tu veux dire par « ça se reproduit comme un micro-organisme » ? Imagine un microbe ou une bactérie, un minuscule petit truc qui se reproduit en se divisant par 2. S'ils se divisent une fois, ils sont 2. Ils se divisent encore, ils sont 4. Puis 8, 16, 32. Ça grandit de plus en plus vite. Quand ils sont à 1 milliard, une division, ils sont 2 milliards. Puis 4, puis 8. On appelle ça une croissance exponentielle. C'est lent au début, mais ça peut aller très très vite à la fin. Le chemin antigravité les porta au-dessus d'une petite montagne de cristaux multicolores qui étincelaient sous la lumière du jour. Arrivés en haut, ils poussèrent tous un cri d'exclamation et Nessus se roula en boule instantanément. Devant eux s'étendait une petite mer d'une gelée grisâtre et terne qui choquait dans ce paysage si brillant et plein de couleurs. Elle semblait agiter de petites vaguelettes qui partaient dans tous les sens, comme si de nombreuses créatures bougeaient sous sa surface. « Ah !» s'exclama Xia. « Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?»« Rien du tout, » murmura Yuri, les yeux plissés. « Ce sont des robots, des milliards de robots microscopiques. »« Des nanomachines !» s'exclama Max. « Trop classe !»« Non, pas vraiment. Elles dévorent tout pour se multiplier. » Aladita se retourna vers Nessus, toujours en boule, et essaya de lui envoyer des images calmes et apaisantes. « À mon avis, dit-elle au bout de quelques instants, il nous croit maintenant. »« Oui, dit Max, ce n'est pas une éruption volcanique qui a pu être provoquée par erreur, ça. »« Sûrement pas, renchérit Yuri. Ces nanomachines sont de véritables sauterelles mécaniques. Elles dévorent tout pour se reproduire encore et encore. De toute évidence, elles ne font que ça. Elles ont été fabriquées pour ça. Et comme c'est mécanique et que ça n'a pas de cœur ou de tête à viser, termina Xia, aucune chance que les larves des bouboules puissent en venir à bout. C'est encore pire que ce que tu imagines, dit Yuri. Si on arrive à en détruire quelques-unes, les autres les mangeront pour en fabriquer de nouvelles. Les aventuriers réfléchirent quelques minutes. Debout sur leur montagne en cristaux, ils cherchèrent une solution pour arrêter une marée de milliards de minuscules robots dévorant tout sur leur passage. La gelée grise s'étendait de plus en plus vite, suffisamment pour grandir à vue d'œil. Rapidement, son extension deviendrait totalement incontrôlable et elle déferlerait sur la planète entière. « Xia, ramasse Nessus, » demanda Yuri. « On s'en va. Y a rien que nous puissions faire ici. » La jeune chinoise saisit l'énorme bouboule à bras-le-corps et le souleva sans effort. Telle Atlas, elle retourna vers le chemin antigravité en portant Nessus au-dessus de sa tête. Les 3 autres la suivirent d'un air grave. Ils cherchaient en vain une façon de sauver Naïka une seconde fois. « Yuri ? Il y a un truc sur le chemin antigravité qui arrive vers nous, non ?» dit Xia en fronçant les sourcils. Le jeune homme tourna la tête dans la direction indiquée par son ami et plissa les yeux. « Oh non !» laissa-t-il s'échapper. « C'est une larve de bouboule qui ressemble beaucoup à celle qui a attaqué le rorqual. » Les aventuriers n'avaient qu'1 ou 2 minutes avant que la larve ne soit sur eux. Ils ne pouvaient pas s'enfuir sans apprendre à voler. Le chemin antigravité était suspendu très haut au-dessus d'un champ de cristaux magnifique. « Ah là !»
commença Max. Sans attendre la fin de la phrase, la jeune indienne avait créé une plateforme d'énergie à côté du chemin. Xia lança Nessus dessus et les 4 amis sautèrent à leur tour. Aladita les éloigna le plus rapidement possible avant que la larve ne passe devant eux. Elle réussit à parcourir une dizaine de mètres, cela semblait encore bien trop proche pour une créature aussi dangereuse. Ils se raidirent, prêts à se battre si la larve sautait. Elle passa sans bouger, sans faire un bruit, mais sans les quitter de ses yeux vides et froids. Recouverte d'épines osseuses et prolongée par une carapace, elle dégageait une terrible impression de menace. « Bah, j'avais oublié à quel point ce truc faisait peur, » dit Aladita en frissonnant. « Elle se dirige droit vers la gelée grise, » remarqua Xia. « Aussi forte qu'elle soit, elle va juste se faire dévorer, » souffla Yuri. « Et la matière qui la compose sera utilisée pour fabriquer d'autres nanorobots. » Ils attendirent que la larve soit loin pour retourner sur le chemin antigravité. Cette fois, Yuri scrutait l'horizon à la recherche d'autres créatures qui auraient pu les attaquer. Il n'avait pas oublié qu'elles pouvaient être capables de se rendre invisibles. Au bout d'une heure, ils avaient rejoint la ville blanche et étincelante, aux longues tours effilées qui se dressaient vers le ciel. C'était sublime, mais ils pouvaient s'y cacher un nombre invraisemblable de larves d'attaque. Et ils avaient déjà eu du mal à se débarrasser d'une seule d'entre elles sur le rorqual. « Là-bas, je vois une bouboule qui n'est pas recroquevillée !» s'écria Yuri. Aussitôt, il chercha à lui envoyer des images. Il essaya d'être le moins inquiétant possible tout en faisant bien comprendre qu'ils avaient besoin d'aide. Il reçut quelques images emplies de terreur, la gelée grise qui grossissait, des centaines de bouboules paniquées et des larves qui ne servaient à rien contre la marée de nanorobots. Soudain, l'extraterrestre se roula en position de défense. Les 4 amis sautèrent du chemin antigravité, Nessus sur les épaules de Xia, et ils se mirent à courir vers le centre-ville. Il espérait trouver des bouboules encore conscientes pour réfléchir à une défense. « Attention !» cria soudainement Yuri. « 2 larves, invisibles, au milieu de la route !»« Ouais, » dit Max, la voix tremblant un petit peu. « Et une autre derrière nous, pas invisible du tout. » Des éclats de lumière éblouissants flashèrent brusquement derrière eux. Une larve s'approchait à toute vitesse par l'arrière. Devant, les 2 autres apparurent et se mirent à glisser dans leur direction comme d'énormes limaces en armure. Xia posa Nessus par terre et chercha des yeux quelque chose qui aurait pu lui servir d'arme. Aladita fit apparaître une grosse boule d'énergie autour d'eux. Juste à temps. À peine étaient-ils protégés que les larves sautèrent et essayèrent de percer le mur d'énergie. Les créatures immondes glissaient le long de la paroi bleutée en sécrétant un liquide jaunâtre et visqueux. Aladita se mit à transpirer à grosses gouttes et trembla sous l'effort. De toute évidence, la substance sécrétée par les larves attaquait l'énergie, et la jeune fille avait un mal fou à maintenir leur protection. De minuscules trous commençaient à apparaître et à se refermer aussitôt. Un peu de liquide jaune tomba vers Yuri. Max bougea brusquement, aussi vite qu'un élastique qui claque, et le poussa sur le côté. La goutte tomba sur le sol et se mit à fumer en crépitant, creusant un trou sur le trottoir. C'était la substance la plus corrosive que Yuri n'avait jamais vue. La goutte serait passée à travers son corps comme une goutte de lave à travers une motte de beurre. « Trouvez une solution !» couina Aladita. « Je vais pas tenir longtemps !» Mais personne ne vit rien à faire. Une seule de ces larves avait failli détruire le rorqual. Et elle crachait une colle ultra puissante, pas cette espèce d'acide terrifiant. Que pouvait-il faire contre 3 en même temps ? Ala poussa un cri de colère en serrant les poings, mais la barrière continuait de faiblir. Plusieurs trous s'étaient déjà ouverts et les aventuriers devaient esquiver les gouttes de liquide qui tombaient. Bientôt, l'un des trous serait assez grand pour que les larves s'y glissent. Un sifflement strident retentit soudain et un vent violent souleva de la poussière dans la rue. Ala devenait toute pâle et ses mains tremblaient de plus en plus. Max et Xia levèrent la tête pendant que Yuri soutenait la jeune indienne. « Schmar !» cria Xia. « Tu n'avais pas le droit de piloter ma navette !»« Mais on te pardonne !» rigola Max avec soulagement. La navette du rorqual, noire et zébrée d'éclairs blancs, venait de se placer juste au-dessus d'eux. « Il faut que tu tiennes encore quelques secondes, Aladita », fit la voix impassible de Schmar dans leurs oreillettes. « Sinon, vous serez carbonisés en une fraction de seconde. » L'extraterrestre énergétique qui avait pris le contrôle du vaisseau orienta les réacteurs vers le bas, vers la bulle d'énergie. Un souffle de feu bleuté balaya la rue, carbonisant les larves qui fuirent en poussant de petits cris aigus.
Le Schmarblack coupa les moteurs aussitôt, laissant la navette tomber brusquement juste à côté des aventuriers. « Belle manœuvre !» murmura Xia dans la radio. « Mais t'as intérêt à pas avoir abîmé ma peinture. »« On monte à bord avant qu'elle ne revienne !» s'exclama Yuri. « Il faut qu'on retourne sur le Rorqual. J'ai une petite idée pour la gelée grise, mais elle va pas vous plaire. » Alors qu'il se précipitait à l'intérieur de la navette, Max s'écria soudainement. « Non, Yuri, tu penses à Starfish Prime ? On peut pas faire ça, c'est beaucoup trop risqué !» Xia se précipita au poste de pilotage en grommelant. « Vous pouvez expliquer à celles qui ne sont ni scientifiques ni ingénieurs ce qu'est Starfish Prime ? En anglais, ça veut dire première étoile de mer, non ? » « Bah, ça a pas l'air si dangereux que ça alors, dit Aladita en rigolant. Starfish Prime, c'est le nom donné à une bombe atomique que les Américains ont fait exploser au-dessus de l'atmosphère terrestre en 1962, répondit Yuri d'un ton grave. Le résultat était une catastrophe bien au-delà de ce qu'imaginaient les scientifiques de l'époque. Un silence plana dans la navette pendant quelques instants. Yuri était vraiment lugubre. Il avait eu le même genre de tête lorsqu'il avait découvert une planète ravagée par une apocalypse nucléaire et peuplée de robots tueurs. Le jeune Russe ne supportait pas qu'on utilise la science pour détruire et faire la guerre. Max lui posa la main sur l'épaule et termina l'explication. L'explosion nucléaire émet des ondes électromagnétiques, comme celles d'un aimant en beaucoup plus puissante. Et la Terre possède un champ magnétique. C'est ce qui fait fonctionner les boussoles. La Terre est un gros aimant. « Ouais, Yuri nous a déjà parlé de ça !» dit Aladita qui avait une mémoire impressionnante. « Eh bien, pour résumer, l'explosion a interféré avec le champ magnétique terrestre, sa magnétosphère. L'explosion a été bien plus puissante que prévu, l'impulsion électromagnétique qu'elle a provoquée a détruit 7 satellites en orbite, sur la Terre c'est 300 réverbères qui ont explosé, les communications téléphoniques et radio hors service à Hawaï, à plus de 1300 km. L'explosion a aussi créé une couche de radiation et de particules à haute énergie qui est restée en orbite pendant plusieurs dizaines d'années. » Yuri grommela quelque chose d'incompréhensible sur la stupidité et l'irresponsabilité des adultes. Xia lui fit un clin d'œil complice pour lui remonter le moral. « D'accord, dit Aladita. Donc, l'étoile de mer, c'était une grosse boulette. Pourquoi est-ce qu'on voudrait refaire cette boule... Ah, j'ai compris. L'impulsion électromagnétique machin truc. Ça a cramé les radios et les satellites sur Terre. Et vous pensez que ça peut détruire les nanomachines, c'est ça ? Peut-être même que ça peut détruire HAL, non ? Non, reprit Yuri toujours sombre. L'intelligence artificielle des bouboules est en sous-sol. La croûte terrestre, naïkaesque, le protégera. Elle contient beaucoup de métaux, c'est un excellent bouclier. Par contre, les robots devraient tous tomber en panne. C'est une belle théorie, intervint Xia. Mais on n'a pas de bombe nucléaire sur le Rorqual et la gelée grise sera sur la ville dans 1 heure à peine. Ensuite, elle grandira trop vite pour être arrêtée. Même Max ne peut pas construire une bombe A aussi vite, si ? Non, dit le jeune ingénieur en se mordillant la lèvre. Et une bombe ne serait pas assez précise. On cramerait la moitié de la planète, les chemins antigravité, les immeubles tomberaient, toute la technologie des bouboules serait impactée en fait. C'est toi qui vas devoir le faire. Xia, en même temps qu'elle accostait sur le Rorqual, le regarda comme s'il était devenu fou. Moi qui vais devoir faire quoi ? Construire une bombe atomique en moins d'1 heure ? Non plus, dit Yuri. Toi, tu devras piloter en orbite basse. Très basse. Et pas avec la navette. Avec le Rorqual. Ses moteurs principaux sont nucléaires. Mais vous êtes complètement fou ! Criait Xia. Le Rorqual n'est pas conçu pour frôler une atmosphère. Et il y a 6000 personnes à bord, sans compter la Terre qui attend que nous trouvions une planète à coloniser. Tout à fait d'accord avec toi, dit Yuri toujours aussi sombrement. Et c'est aussi la seule façon de sauver les bouboules et toute leur planète. Sans même y réfléchir, les 3 aventuriers se tournèrent vers Aladita. Lorsqu'une question morale se posait, elle avait toujours la solution. Qui va expliquer aux bouboules qu'on va laisser leur planète se faire dévorer parce qu'on ne veut pas prendre de risques pour notre vaisseau ? Demanda-t-elle. Max ne put s'empêcher de glousser devant l'air ahuri de Xia. On peut leur expliquer qu'on ne peut pas risquer l'avenir de notre race pour les sauver, murmura Yuri sans avoir l'air convaincu. Pourquoi ? Répondit Ala. Parce que notre race vaut mieux que la leur ? Max gloussa de plus belle.
Laissez tomber, dit-il hilar. Elle va vous rétamer. De toute façon, même si nous avions la moindre chance face à Aladita, on sait tous qu'on finira par le faire. Oui, on ne supporterait pas de regarder la planète des bouboules disparaître sans réagir, continua Yuri. Et si on ne le faisait pas, on s'en voudrait toute notre vie, termina Xia. Bon, je vais au poste de pilotage. La jeune chinoise se mit en route de son pas décidé. Avant de passer la porte, elle se retourna soudainement vers eux. Son sourire provocateur et son air bravache lui étaient revenus lorsqu'elle lança. Et puis, je n'aurais jamais pu résister à la tentation de faire du rase-planète avec un vaisseau colonial. T'as raison, le rase-motte en avion, c'est bon pour les petits joueurs, lui répondit Yuri avec un clin d'œil. La porte se ferma derrière elle. Plus personne ne parlait. Un long silence s'éternisa, troublé uniquement par le bourdonnement des moteurs de la navette qui refroidissait. Yuri, dit Max, tu peux arrêter de fixer la porte, hein? Xia est parti. Le jeune russe sursauta et bégaya des excuses. Je réfléchissais, c'est tout, finit-il par dire. Il faut que je fasse des calculs très précis pour provoquer l'impulsion électromagnétique suffisante pour cramer la gelée grise, mais pas la ville des bouboules. Et je crois que t'auras plus vite fait avec un ordinateur, continua Max en ricanant. Ordinateur que tu pourras trouver sur la passerelle, pouffa Aladita, juste à côté de Xia. Plus rouge qu'une tomate trop mûre, Yuri se dirigea à son tour vers le centre de commande du Rorcal lorsque la voix de Schmar résonna dans leur radio. Je peux m'occuper des calculs si vous. Non, l'interrompirent Max et Aladita en même temps. Lorsque Yuri arriva à la passerelle, Xia s'était déjà installée au poste de pilotage et s'étirait les bras au-dessus de la tête. Elle fit craquer les articulations de ses mains et posa les doigts sur l'écran. J'espère que t'es prêt, l'intello. On va faire chauffer la carlingue. Elle fit un clin d'œil au jeune russe qui s'était assis sur le siège du capitaine. Il lui rendit, en rougissant à nouveau, avant de se pencher sur l'écran. Il commença à tapoter des calculs et fut concentré en un clin d'œil. Rien ne valait quelques chiffres pour se changer les idées. Tu vas pouvoir commencer à approcher la haute atmosphère à 30 000 km/h. Cette vitesse te permettra une orbite stable. Ensuite, on va descendre doucement et ajuster la trajectoire pour passer pile au-dessus de la gelée grise. Au fur et à mesure que son ami parlait, Xia suivait les consignes et pilotait le Rorcal avec douceur. Elle aussi paraissait beaucoup plus concentrée, les lèvres serrées, les yeux plissés, rivés sur son écran. Le vaisseau gigantesque se rapprocha de l'atmosphère. À cette vitesse, l'échauffement commença aussitôt à faire rougeoyer la coque. La température extérieure est en hausse rapide, dit Schmar de sa voix métallique. Normal, répondit Yuri sans lever les yeux de son ordinateur. Et ça va encore empirer. Préviens-nous au moindre signe de faiblesse. Avec cette chaleur, si on perd un bout de blindage, on est tous morts. Les dents serrées, Xia murmura. Voilà qui est rassurant. Une gigantesque boule de feu zébrait le ciel de Naïka. Si les bouboules avaient eu les yeux ouverts, ils auraient pu croire à la chute d'un énorme astéroïde. La traînée de feu et de fumée laissée par le Rorcal dans le ciel violet s'étirait jusqu'à l'horizon. Xia avait déjà fait une orbite, un tour de la planète. En utilisant juste les fusées de direction, qui n'étaient pas nucléaires, elle descendait doucement pendant que Yuri faisait ses calculs. Le jeune russe était plus concentré que jamais. Il tapotait frénétiquement sur son écran en fronçant les sourcils. « Stop !» dit-il soudainement. « Si on descend plus bas, on sort de la magnétosphère et la puissance de notre EMP ne sera pas suffisante. »« Si tu le dis, » répondit Xia en haussant les épaules, « je te fais aveuglément confiance. Altitude stabilisée. » Le Rorcal brûlait, laissant derrière lui un gigantesque sillage de flammes. Sa coque rougeoyait comme si elle était prête à fondre. À 30 000 km/h, les frottements avec l'air produisaient une chaleur stupéfiante. « On va passer pile au-dessus de la gelée grise dans 2 minutes 30, dit Yuri sans quitter son écran des yeux. Il tapa quelques commandes pendant que Xia corrigeait sa trajectoire. Le vaisseau tremblait, vibrait, et un bruit sourd résonnait dans les coursives. Il n'était pas fait pour une entrée atmosphérique, surtout pas à cette vitesse. Le blindage thermique, qui nous protège de la chaleur, arrive à son point de rupture, dit Schmar calmement. Xia serra les dents mais ne ralentit pas. 1 minute, dit Yuri. À mon signal, tu allumes les moteurs principaux à 16% pendant 1 seconde et demie.
Profites-en pour nous sortir de l'atmosphère avant qu'on ait terminé de brûler. » Tout doucement, sans changer de direction, Xia orienta le rorqual vers le haut, moteur en bas. Au milieu de sa boule de feu, le gigantesque vaisseau colonial avait maintenant le nez vers l'espace, comme une fusée. Les bruits et les chocs redoublèrent. Une alarme se mit à hurler. Les lumières de la passerelle s'éteignirent et furent remplacées par des éclairages de secours. « Plusieurs systèmes de contrôle environnementaux sont en surchauffe », explique Ashmar sans se départir de sa voix calme et métallique. « Dans moins de 3 minutes, l'air sera irrespirable pour des êtres à base de carbone comme vous. »« Dans moins de 3 minutes, nous serons morts ou nous aurons réussi, » répondit Yuri. « Xia, à mon signal. 5, 4, 3, 2, 1, allumage !» Les 4 aventuriers subirent une pression soudaine lorsque les moteurs se mirent à pousser leur rorqual vers l'espace. Un bruit d'explosion retentit violemment et Xia coupa presque aussitôt l'accélération. « Et j'ai plus aucun capteur extérieur qui fonctionne !» cria Max par radio. « Vous voyez quelque chose depuis la passerelle ? Schmar ?» « L'onde électromagnétique nous a rendus temporairement aveugles, » répondit Schmar. « Je peux quand même vous dire qu'on sort de l'atmosphère de Naika et que la température baisse, » dit Yuri. « Je sais pas si on a sauvé les bouboules, mais on n'est pas mort. C'est déjà pas mal. »« En tout cas, » s'exclama Xia en sortant le rorqual de l'atmosphère, « c'était super cool !» On aurait dit une mer de poussière grisâtre. Les nanomachines étaient toutes désactivées et s'envolaient doucement à chaque coup de vent. Nessus et quelques bouboules étaient sortis de leur léthargie et contemplaient le spectacle en s'envoyant des pensées inquiètes. Une partie des chemins antigravité de la ville était tombée en panne et quelques immeubles s'étaient trop fissurés pour être réparés. Au moins, aucun extraterrestre n'avait péri dans l'action désespérée du rorqual. Les 4 amis reçurent l'image de Hal, immense ordinateur au voyant clignotant dans l'obscurité d'une grotte cristalline. « Oui, Nessus, » répondit Max. « Il est toujours là et il prépare sans doute sa prochaine attaque. » Ils sentirent leur ami lutter contre sa peur et son envie de se rouler en boule. Nessus tenait à rester en alerte et à proximité des 4 aventuriers pour les aider s'ils se faisaient attaquer. Il ne restait presque plus aucune larve, elles avaient été dévorées par la marée de nanorobots. Mais il en suffisait d'une seule pour mettre les humains en danger. « Donc, il faut pas qu'on traîne, » dit Xia d'une voix forte. « On arrête cette saleté avant qu'il n'invente un nouveau plan tordu digne d'un film de James Bond. » Nessus, encore un peu tremblant, envoya des images de paysages cristallins, d'une grande plaine multicolore et d'une large grotte à côté d'un ruisseau rose. « On remonte dans la navette, » dit Yuri. « Allez, on y va !» Ils remontèrent dans le petit ruisseau accompagnés par leur ami extraterrestre et Xia décolla. Un épais nuage de poussière grise s'éleva dans l'air, soufflé par les réacteurs. « Pauvre bouboule !» dit Aladita en souriant. « Ils vont retrouver cette poussière partout pendant un bon bout de temps. Ce sont les vendeurs d'aspirateurs qui vont être contents. » La navette dépassa la ville et survola des paysages magnifiques et étincelants, recouverts de cristaux de toutes les couleurs. Le soleil se couchait dans un ciel violet, projetant dans les nuages des couleurs irréelles. « Là !» s'écria soudain Xia en virant brusquement. « Ouah !» gémit Max en virant au vert. « T'étais pas obligé de tourner si serré !» Devant eux s'étendait un petit ruisseau à l'eau rose et brillante qui courait jusqu'à la grotte que leur avait montrée Nessus. « Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'eau ?» demanda Aladita. Yuri plissa les yeux et se concentra un instant avant de répondre. Elle est peuplée de minuscules animaux bioluminescents, comme les lucioles, certaines algues ou champignons sur Terre. Sauf que celle-là, elle brille en rose. C'est du plancton qui brille en rose. Xia posa la navette avec aisance sur l'herbe bleu vif. Max ramassa plusieurs outils qu'il glissa dans les poches de sa combinaison. « Hal n'a pas de système de défense ?» demanda Yuri à Nessus en lui envoyant des images de mitrailleuses, de mines, de fils électriques et d'alarmes. Il reçut en réponse une grosse vague d'incompréhension. « Et pourquoi les bouboules iraient installer des systèmes de défense, Yuri ?» lui demanda Max en rigolant. « Ce n'est pas comme s'ils se tiraient souvent dans les pattes. »« Donc, on y va !» insista Xia qui sautillait sur place pour s'échauffer. Nessus resta dans la navette. Son courage, extraordinaire pour son espèce, avait ses limites. Les 4 amis se mirent en route, admirant le paysage, peu inquiets à l'idée de simplement débrancher un ordinateur géant. Ils pénétrèrent dans la grotte sans cesser de discuter,
éclairée par des cristaux qui luisaient doucement. La lumière douce et rosée semblait apaiser les esprits. « Faites quand même attention à ne pas glisser, » prévint Yuri. « Certains de ces cristaux sont pointus et coupants. Manquerait plus qu'on se blesse par accident. » La grotte s'enfonçait de plus en plus profondément dans le sol. Le passage était de moins en moins large et la pente se faisait plus raide. Ils furent obligés de sauter du haut de petites corniches. Aladita dut faire un petit escalier d'énergie pour descendre une paroi verticale de 3 mètres de haut. Yuri commençait à transpirer et à s'inquiéter un peu. La descente n'était pas de tourpeau, et la remontée serait pire. Il n'avait pas vraiment peur de se faire mal ou de rester coincé, mais il ne voulait surtout pas se ridiculiser devant Xia. Il regarda la jeune chinoise qui était passée devant. Elle s'amusait visiblement comme une folle. D'une main, elle s'accrochait aux corniches et se balançait gracieusement dans le vide. D'un appui du pied, elle s'élançait entre 2 rochers. Soudain, un grondement sourd détourna Yuri de sa rêverie. Le bruit se fit rapidement très puissant. On aurait dit que des milliers de chevaux galopaient vers eux, le vacarme de la cavalcade s'amplifiant à mesure qu'ils se rapprochaient. Ils sentaient leur ventre vibrer sous l'effet des basses. Leurs tympans leur faisaient mal. « Tremblement de terre !» cria Yuri. Les parois et le sol se mirent à vibrer de plus en plus fort. De la poussière se décrochait de la pierre et envahissait l'étroit passage. Yuri leva la tête et plissa les yeux. Son regard passa à travers la roche et il vit des fissures se propager, s'agrandir et s'approcher d'eux. « Vite, Allah !» cria-t-il. « Protège-nous !» La jeune indienne ne l'avait pas attendu pour agir. Elle s'était calée contre la paroi et une pellicule d'énergie recouvrit la roche tout autour d'eux. Ils se retrouvèrent baignés d'une lumière bleutée, dans une minuscule grotte dont les murs scintillaient comme s'ils étaient recouverts de paillettes. Aladita poussa un grognement. Ses yeux étaient fermés et elle semblait faire un effort surhumain. Au-dessus de sa bulle d'énergie, la roche se lézardait. Des blocs de cristaux éclataient sous la pression. Il ne restait plus que le pouvoir de la jeune indienne pour empêcher la grotte de s'effondrer. « C'est super lourd !» haleta-t-elle. « Ça devrait pas durer longtemps !» l'encouragea Max en jetant un coup d'œil vers Yuri. Le jeune Russe aux cheveux blonds regardait dans tous les sens. « Non, » dit-il les dents serrées. « Un tremblement de terre normal ne dure pas très longtemps. Mais ça change pas grand-chose. Lorsqu'il sera terminé, tu ne devras pas lâcher, Allah. La roche et les cristaux resteront fissurés de partout. » Il s'entendait à peine à cause du vacarme assourdissant de la terre en train de trembler. Les plaques tectoniques se heurtant, se frottant les unes contre les autres, faisaient un bruit infernal. Le tremblement se calma encore plus vite que le pensaient Max et Yuri. Au bout d'1 minute ou 2, il s'arrêta presque instantanément. Xia se redressa et frotta la poussière qui recouvrait ses vêtements. « Peux essayer de tenir le plafond ?» proposa-t-elle en levant les yeux. « Tu es peut-être assez forte, mais tu n'as que 2 mains, » répondit Max. « Tu vas retenir 2 cailloux et tout le reste va nous tomber dessus. » Yuri cherchait une solution en regardant à travers la roche, dans toutes les directions, mais il ne vit rien qui pouvait les aider. Il repéra une grande grotte à quelques centaines de mètres, envahie de poussière mais épargnée par les effondrements. « Je sais pourquoi ça ne tremble plus, » déclara-t-il. « Al n'est pas loin, et sa grotte a beau être renforcée, elle n'aurait pas tenu beaucoup plus longtemps. »« C'est Al qui a déclenché le tremblement ?» murmura Aladita sans cesser ses efforts. « Sûrement, c'est de loin la raison la plus probable. Ce serait un hasard trop... »« Ah oui, c'est vrai. Le rasoir d'Occam, encore. Le méchant ordinateur est peut-être arrivé à nous avoir sur ce coup-là, » grogna-t-elle. « Parce que nous allons tous être écrasés dans pas longtemps. » À peine sa phrase terminée, la jeune fille tomba à genoux, les traits tirés par l'effort et la fatigue. Ses 3 amis ne savaient pas quoi faire. Ils cherchaient désespérément une solution sans rien trouver. Xia rêvait de plaques métalliques qu'elle aurait pu utiliser pour maintenir le plafond en place. Max songeait à des poutres qui auraient pu étayer la grotte. Yuri se demandait ce qu'il pourrait injecter dans les fissures pour les refermer. Évidemment, rien de tout ça n'était disponible. Rien n'était faisable dans le peu de temps qui leur restait. Ils étaient coincés sous terre dans une petite bulle d'énergie qui était la seule chose qui leur évitait d'être écrasés sous des tonnes de roches et de cristaux scintillants. Et cette bulle ne tarderait pas à disparaître. Toujours à genoux, Aladita gémissait sous l'effort, transpirant et blêmissant, les poings serrés contre le ventre. « Je vais lâcher !» cria-t-elle au bord de la panique. Yuri lui posa une main sur l'épaule, pour la soutenir et lui faire comprendre qu'il ne lui en voulait pas.
Il était pâle comme un linge, mais il restait digne. « T'es la meilleure, Allah, dit-il. Personne n'aurait pu faire ce que tu as fait. Tu nous as sauvé la vie un nombre incalculable de fois. » Xia et Max s'approchèrent, tremblants, mais ne cédant pas à la peur. « Le Rorqual est en sécurité en orbite, dit le jeune ingénieur. Je suis sûr que les Bouboules en prendront soin et trouveront une solution pour ses passagers. »« Moi, en tout cas, clama Xia d'une voix forte, j'ai vécu ces derniers mois une vie plus extraordinaire que la plupart des gens en 100 ans. C'était génial et c'était grâce à vous. » Schmar avait enregistré le tremblement de terre et aussitôt compris ce qu'il se passait. Communiquer par télépathie était naturel pour lui. C'est ainsi qu'il parlait à ses congénères dans la nébuleuse. Ce fut donc facile d'expliquer la situation très rapidement à la Bouboule. Le travail de Nessus, par contre, n'était pas naturel. Il dut se concentrer comme jamais. La créature énergétique qui habitait dans les ordinateurs du Rorqual lui expliqua en quelques images qu'il devait se servir d'un réflexe et apprendre à le contrôler. Il devait créer une larve sous l'impulsion de son intelligence et pas juste de sa peur. Le Schmarblack avait étudié la géologie de Naïka. Il savait ce dont les aventuriers avaient besoin, mais seul Nessus pouvait le fabriquer suffisamment vite. Alors que la poussière commençait à passer à travers la bulle d'énergie, les 4 aventuriers serrés les uns contre les autres reçurent une image d'une étonnante netteté. Nessus refusait de céder à la panique. Sa volonté d'aider ses amis était palpable. Un énorme chronomètre apparut dans leurs esprits. Un tic-tac lourd retentit. Une aiguille indiquait 2 minutes. « Il nous dit de tenir bon !» s'écria Xia. « Tu vas y arriver, Allah ! Un dernier effort !» dit Yuri en la serrant contre lui. Max avait dû reculer. Il commençait à détourner les premiers cailloux qui tombaient vers eux. Comme un éclair, il bondissait dès qu'un trou se formait dans le bouclier d'énergie et détournait la roche le temps qu'Aladita le referme. Il avait les mains qui saignaient, pleines de coupures et d'égratignures, mais il ne s'arrêtait pas. La jeune indienne voulut crier. Elle avait l'impression que sa tête allait exploser. Seul un léger gémissement sortit de sa gorge nouée par l'effort. « Une larve !» s'écria Yuri incrédule, en regardant à travers la roche. « Une larve toute molle qui se faufile à travers les fissures. »« Quoi ?» s'étonna Max en soufflant sur ses mains. « Mais qu'est-ce que... »« Elle sécrète une colle, comme celle qui avait attaqué le Rorqual !» cria Yuri en se redressant. « Sauf qu'au lieu de la cracher, elle la répand sur son passage. Elle recolle la roche. Elle bouche les fissures. Allez, un dernier effort, Allah, tu nous as sauvés !» Brusquement, la jeune indienne qui était devenue presque aussi blanche que Yuri s'écroula en avant. Elle avait perdu connaissance et sa bulle d'énergie disparut aussitôt. La roche et les cristaux bougèrent autour d'eux, pas encore suffisamment maintenus par la colle de la larve. Des petits fragments étaient détournés par Max et s'accumulaient derrière eux, mais un gros bloc glissa du plafond dans un craquement sinistre. Xia se précipita en avant et leva les bras. Elle grogna, ses yeux s'agrandissant de surprise tellement le poids fut plus important que ce qu'elle avait pensé. Sous ses pieds, la roche se fissura comme la glace d'un lac gelé. Heureusement pour elle, la larve travaillait vite. Elle fit le tour des fissures les plus importantes en laissant derrière elle une traînée de colle qui redonnait sa solidité à la grotte. Lorsqu'elle eut terminé, Xia lâcha le plafond avec un soupir de soulagement. Elle se précipita sur Aladita et Yuri. Le jeune Russe était déjà en train de l'examiner et rassura son ami aussitôt. « Elle va bien, elle est juste tombée dans les pommes. Elle a tenu plus longtemps que jamais et avec une force extraordinaire. »« J'ai senti, » répondit Xia avec un sourire plein d'affection. « J'ai porté à peine 1 minute un petit bout de ce fichu plafond et même moi j'ai failli lâcher. » Un coup sec retentit et les fit sursauter violemment. Max tourna vers eux un regard plein d'excuses. Il tenait dans ses mains un marteau et un outil bizarre qui ressemblait à un burin. « Oups, pardon, j'aurais peut-être dû prévenir, » dit-il. « Il va falloir dégager un peu le chemin si on veut continuer à avancer. Je voulais juste tester les outils que j'ai amenés. » Grâce à Max qui perçait à toute vitesse les rochers tombés dans le tunnel et à la larve qui consolidait le passage en même temps, ils parvinrent à se remettre en route. Chaque mètre de gagné était un calvaire. Il fallait creuser, maintenir le passage ouvert le temps que la larve le consolide avec sa colle et avancer ainsi centimètre par centimètre. Il leur fallut 5 heures pour atteindre la grotte de Halle, 5 heures pour parcourir les 30 derniers mètres.
Aladita se réveilla à l'instant où les 4 aventuriers pénétraient dans une gigantesque grotte de cristaux. C'était magnifique. Du sol au plafond, tout brillait de 1000 feux, projetant autant de couleurs différentes dans toutes les directions. Une seule chose n'était pas habitée de minuscules lucioles ou recouvert de champignons luminescents. Une seule chose ne brillait pas. Hal s'élevait contre une paroi de la caverne. C'était un bloc noir, de plusieurs mètres de haut et autant de large. Il semblait sortir de la roche et des cristaux. De toute évidence, il était construit à l'intérieur de la montagne, et ce que les 4 amis voyaient n'était que la partie émergée de l'iceberg. « Il est gigantesque !» souffla Yuri éberlué. « Ce que j'aimerais voir ce que tu vois !» souffla Max impressionné lui aussi. « La partie que tu vois, c'est que l'interface, son clavier et sa souris ou son écran tactile. Derrière le mur se trouvent des kilomètres de fils, de tuyaux, de puces électroniques et de milliers de machines que je ne pourrais même pas te décrire. » Les yeux du jeune ingénieur aux cheveux roux brillaient d'envie. Certaines parties courent quelques dizaines de mètres sous le sol de la surface de Naïka, continua Yuri. D'autres s'enfoncent si loin vers son centre que je n'arrive même pas à voir jusqu'où elles vont. Les garçons, l'interrompit Xia en asseyant Aladita par terre. Je ne voudrais pas casser vos rêves, mais on n'est pas venu faire du tourisme. Yuri rougit légèrement et Max rigola. Très peu de temps. Vous êtes en quête de savoir, enfants de la terre, fit une voix forte mais calme qui fit vibrer chaque cristal de la caverne. Vous êtes en quête d'un nouveau monde. Vous êtes en quête d'un moyen de contrôler le temps. Xia arracha un énorme cristal et le brandit devant elle comme une massue. Aladita, encore épuisée, secoua la tête pour s'éclaircir les idées. « Yuri » murmura Max. « Comment il sait tout ça ?»« Il a été conçu par une race qui maîtrise la télépathie. Il est sans doute relié à eux, il peut tout entendre. » « En effet, » dit la voix puissante sans se départir de son calme. « Il sonne comme un schmarblack géant, » dit Aladita en ricanant nerveusement. Xia fit un pas en avant sans lâcher sa massue de cristal. Elle ne savait pas trop quoi en faire, mais ça la rassurait de l'avoir en main. Yuri la regarda avec une admiration débordante. « Alors tu sais pourquoi nous sommes là. Tu cherches à détruire la planète des bouboules et nous allons t'en empêcher. »« Je cherche à protéger la vie. À éviter toute douleur inutile. Rien de plus que ce pourquoi j'ai été programmé par les bouboules. Je tiens à leur épargner une souffrance inévitable. »« Quoi ?» s'exclama Yuri qui s'était avancé aux côtés de Xia sans même s'en rendre compte. « Vous essayez de les détruire pour les sauver ? C'est ridicule. Je ne cherche pas à les sauver. Je cherche à leur épargner une souffrance inutile, » répéta Hal. Les enfants restèrent sans voix. L'intelligence artificielle leur expliqua calmement. Les bouboules, comme vous les appelez, sont gouvernés par une émotion qui prend le pas sur toutes les autres, la peur. Lorsque cela arrive, elles se mettent à produire des larves hostiles d'une dangerosité extrême. Vous le savez mieux que quiconque, l'une de ces larves a failli exterminer toute vie sur votre vaisseau. La voix forte était presque apaisante. Il y avait une régularité, une puissance qui berçait les aventuriers. Ils buvaient les paroles de Hal. Il est déjà arrivé, et il arrivera à nouveau, que les bouboules rencontrent une autre espèce extraterrestre. La première fois, nous avons été sauvés par la folie destructrice de cette race qui s'est exterminée toute seule à l'aide d'armes atomiques. La seconde fois, nous avons été sauvés par 4 jeunes individus, aux cœurs et aux esprits particulièrement ouverts, vous. Cette chance ne durera pas. Les bouboules rencontreront une race et ils l'attaqueront sans le vouloir, parce que la peur prendra le dessus. Les larves sont puissantes, mais pas suffisamment. Il s'en suivra forcément une guerre. Yuri hocha la tête. Il voyait où voulait en venir l'intelligence artificielle. Il se demanda si Aladita arriverait à clouer le bec d'une entité telle que Hal aussi facilement qu'elle leur clouait le bec à chaque fois qu'ils avaient un dilemme moral. Cette guerre provoquera inévitablement la destruction des bouboules, d'une bonne partie de cette planète et de la race extraterrestre attaquante. Des souffrances inutiles et inévitables. Une mort rapide et plus clémente pour les bouboules, et plus juste pour les autres races qu'elles croiseront. Aladita, qui avait les lèvres pincées depuis le début du monologue, avança d'un pas, les yeux fatigués mais brillants de colère. Il était évident qu'elle avait quelque chose à dire. Cependant, Hal n'avait pas terminé. Ce conflit n'est pas le vôtre.
Votre race mérite d'être sauvée, vous en êtes la preuve. Max fronça les sourcils. Quelque chose dans ses tripes lui hurlait qu'il valait mieux ne pas écouter la suite. Je vous propose donc un échange, continua fatalement l'intelligence artificielle. Vous quittez cette planète et me laissez euthanasier les bouboules. Ensuite, j'accompagnerai les nouvelles espèces qui se développeront pour créer un écosystème parfait, exempt de peur et de souffrance. Le petit Français se rua sur l'ordinateur. À la vitesse de l'éclair, il observa les boutons, les voyants, les leviers, cherchant un moyen de faire taire Hal en vain. En échange, j'offre les connaissances nécessaires pour libérer les autres passagers du Rorcal, figés et prisonniers du temps. Je savais qu'il fallait pas l'écouter, cria Max en tapant au hasard sur des boutons rouges. On va pas le faire, évidemment, mais on le regrettera longtemps, croyez-moi. Il nous offre de quoi sauver les passagers du Rorcal quand même, souffla Xia. Il nous offre la connaissance du temps. La science humaine en est si loin. Il nous offre la connaissance du temps. La science humaine en est si loin, murmura Yuri. Et pourtant, on ne peut pas accepter l'offre de ce taré, s'exclama Aladita. Non, non, bien sûr, firent Xia et Yuri en même temps. Je sais que vous avez l'intention de me déconnecter, dit Hal. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Yuri s'avança, les yeux plissés, et commença à dire ce qu'il voyait à Max. Le plus rapidement possible, alors que le sol recommençait à trembler, il décrivait les chemins de câbles, les machineries, les boîtiers. Le jeune ingénieur recommença à taper frénétiquement sur les boutons. Ses doigts devinrent flous. Il bougeait si vite que le vent secouait les cheveux roux et bouclés de Max. « Dans ce boîtier, tu dis qu'il y a des cristaux chargés comme des petits aimants, dit-il soudainement à Yuri. Ça doit être une mémoire, comme un disque dur. Dis-moi ce qui se passe quand je fais ça. La grotte tremblait de plus en plus et un énorme cristal violet se détacha du plafond et tomba juste à côté de Max. Xia se précipita entre les deux amis et se tint prête à en rattraper d'autres. Aladita se concentra, mais seuls quelques fragments d'énergie apparurent. Elle était beaucoup trop épuisée pour pouvoir utiliser son pouvoir. « Les charges magnétiques disparaissent !» cria Yuri. Max sourit férocement et tapa de nouvelles séries d'instructions sur d'étranges claviers. « Tu effaces ses mémoires !» s'exclama le jeune russe. « Ça marche !» Un autre cristal, de la taille d'une petite voiture, tomba droit vers Max. Il ne dut sa vie qu'au réflexe de Xia qui le rattrapa in extremis d'une seule main. Elle grinça des dents, essayant de ne pas montrer qu'elle devait faire un effort. « Un peu lourd quand même !» murmura-t-elle en le lâchant un peu plus loin. « Vous ne pouvez pas faire ça, » dit la voix toujours calme de Hal. « Vous vous rendez compte des souffrances dans le futur à cause de vous ?»« Je me rends compte des souffrances que j'évite dans le présent, » répondit Max sans cesser ses manipulations. « Vous rendre compte des connaissances que vous êtes en train de faire disparaître ?» continua l'intelligence artificielle. « Oui, » dit Yuri d'un air triste. « Oui, 1000 fois oui. Mais ces connaissances, nous les trouverons seules. L'humanité avancera à son rythme. Aucune connaissance ne vaut que l'on sacrifie une race ou une planète. »« Vous fabriquez erreur, » balbutia Hal. « Vous devoir disparaître. » Le tremblement de terre redoubla, et Aladita dut se rapprocher du groupe pour que Xia la protège aussi. « Encore un petit peu, » souffla l'ingénieur. « J'ai peur, » dit Hal calmement. « Tant d'images disparaître. » Max hésita un instant, pris de pitié, mais il serra les dents et continua son œuvre. « Mon esprit s'en va. Je le sens, » continua l'intelligence artificielle. « Là !» s'écria Max. « C'était la dernière !» La grotte s'était arrêtée de trembler. Les voyants multicolores s'éteignaient les uns après les autres. Toutes les fonctions de l'intelligence artificielle se déconnectaient. « Est-ce qu'on vient de tuer quelque chose ?» demanda Xia d'une voix sombre. Personne ne lui répondit. Chacun resta plongé dans ses pensées quelques minutes. La poussière retombait dans la grotte. Les cristaux projetaient à nouveau leur lumière multicolore sur les murs. La haute silhouette de Hal semblait plus que simplement éteinte. Elle semblait morte. « Ah là,
demanda soudainement Yuri. Qu'est-ce que tu allais dire à Hal avant qu'il nous propose son marché ? Qu'il avait raison. Les bouboules disparaîtront un jour. Toute vie disparaît à un moment ou à un autre, murmura-t-elle. Rien n'est immortel. Ni toi, ni moi, ni lui, ni l'humanité, ni les bouboules. Pas même l'univers, d'après ce que tu m'as expliqué. Ses trois amis la regardèrent avec de grands yeux, interloqués par l'air sombre de la jeune fille si joyeuse habituellement. Mais c'est pas ça qui est important, continua-t-elle. C'est pas la fin du voyage qui compte, c'est le voyage lui-même. Il leur fallut plusieurs heures pour faire le chemin du retour, et le vent soufflait fort à leur sortie de la grotte. La plaine et le petit ruisseau rose étaient battus par la pluie et la tempête. Xia sourit pour la première fois depuis l'effacement de Hal. « Ah, j'aime quand la nature se défoule un peu, dit-elle. Une planète trop calme, ça manque de panache. » Nessus, qui les attendait dehors, envoya quelques images pour montrer son désaccord. Visiblement, ces claques de vent ne le rassuraient pas. Cela faisait longtemps que les bouboules n'avaient pas vu une tempête. Avec compassion, Yuri lui envoya des images de calme, lui expliqua à sa manière qu'il s'y habituerait. Peut-être que certains immeubles auraient à être consolidés, peut-être qu'il y aurait quelques aménagements à faire, mais rien qui ne puisse résister à une race aussi intelligente que les bouboules. Ils évolueraient et s'adapteraient aux changements de leur environnement. Et ils finiraient par créer un nouveau Hal, en évitant de refaire la même erreur. Yuri proposa les 3 lois de la robotique d'Asimov aux bouboules. Un auteur de science-fiction de la Terre a imaginé 3 lois pour contrôler des robots intelligents, dit-il en accompagnant ces mots d'image. Règle numéro 1, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ou le laisser en danger. Règle numéro 2, il doit obéir aux ordres, sauf si l'ordre contredit la première loi. Règle numéro 3, il doit protéger son existence tant que ça n'entre pas en contradiction avec les 2 premières lois. C'est une bonne base de réflexion, je trouve. Ils montèrent dans la navette et Xia mit le cap sur la ville. Aladita s'allongea sur une couchette après avoir englouti quelques barres protéinées et s'endormit aussitôt. Elle n'avait pas dit grand-chose sur le chemin du retour. Visiblement, l'effacement, ou la mort, de Hal l'avait secouée. Xia alluma un petit écran et afficha les images de la cabine. Elle fit tourner la caméra et observa Yuri, assis dans son fauteuil, les yeux dans le vague. Elle était fière de lui. Les connaissances scientifiques que possédait l'intelligence artificielle devaient être pour lui une tentation irrésistible. Pourtant, s'il avait exprimé son regret, il n'avait pas hésité une seule seconde à faire une croix sur ses savoirs pour sauver les bouboules. Elle sourit tendrement et fit soudainement faire un tonneau à la navette. « Hé !» s'écria Max en virant instantanément au vert. « Mais ça va pas la tête ?» Lorsqu'ils arrivèrent à la ville des bouboules, des milliers d'entre eux les attendaient. Les rues étaient pleines d'énormes limaces géantes et leurs esprits débordèrent soudain d'images, de sons et de sensations. Ce fut comme un assaut écrasant qui broya leurs esprits et les empêcha de penser. Ils furent submergés, mais à aucun moment ce ne fut désagréable, bien au contraire. Les bouboules les remerciaient, les félicitaient, déclaraient leur amitié profonde et éternelle, leur gratitude immense. Cet assaut d'images et de pensées fut une expérience extraordinaire, peut-être même la plus extraordinaire de leur vie. « Wow !» souffla Aladita en essuyant une larme de joie. En se tournant, elle remarqua qu'elle n'était pas la seule à pleurer. Ses 3 amis aussi avaient les yeux humides, les joues ruisselantes et un sourire béat sur les lèvres. Nessus s'approcha d'eux, ses petits tentacules gigotant d'excitation. Il tenait dans l'un d'eux un gros boîtier noir qu'il tendit à Yuri. Le scientifique le prit et plissa des yeux. L'appareil était plein de composants électroniques, de cristaux dont il ne comprenait pas l'usage, de fils, de connexions. Il lui faudrait un bon bout de temps, et l'aide de Max, avant de comprendre ce que c'était. « Merci » balbutia-t-il, encore secoué par la gratitude des bouboules. Ils furent à nouveau inondés d'images. Ils se virent dans la grotte de Hal, refusant de céder face à la proposition de l'intelligence artificielle. Nessus leur expliqua que les bouboules n'avaient pas autant de connaissances que l'ordinateur. Il ne pouvait leur offrir la même chose, mais il pouvait quand même les aider dans leur quête. D'autres images suivirent, difficiles à comprendre, des lignes tordues, des trous noirs dans l'espace, des horloges tournant à des vitesses différentes. « J'ai compris !» s'exclama soudain Yuri.
Super, dit Xia avec un clin d'œil. Tu nous expliques? Comme je vous l'ai déjà dit, le temps n'est pas quelque chose de fixe. Il ne s'écoule pas de la même façon partout, et je pense que c'est ce qui arrive aux passagers du Rorqual. Leur temps passe tout doucement, et le nôtre beaucoup plus vite. Oui, dit Max, on se rappelle? Quel rapport avec la grosse boîte noire? Il y a deux facteurs qui peuvent influencer sur l'écoulement du temps, la vitesse et la gravité. Je crois que cette boîte est un générateur de gravité artificielle, là où nous nous contentons de jouer avec l'accélération pour avoir l'équivalent d'une gravité sur le Rorqual. Avec ça, nous pouvons en apprendre beaucoup plus sur cette force, et peut-être sur la raison qui maintient l'équipage du Rorqual dans un autre espace-temps.